À l'aube du 16 août 2025, 57 camions d'armes sont stoppés net. Le contraste est brutal, car l'arsenal suffirait à équiper une armée entière, tandis qu'une logistique transfrontalière sophistiquée, financée et coordonnée a failli rester invisible pendant des mois. Que signifie ce choc pour les citoyens et les voisins? Et pourquoi Ibrahim Traoré se retrouve-t-il au centre d'une équation sécuritaire, économique et diplomatique qui dépasse l'incident? En quelques heures, un basculement discret redéfinit les lignes rouges, impose des choix immédiats et annonce des répercussions durables pour le Sahel entier aujourd'hui. Cette séquence promet une lecture claire et utile, loin du spectaculaire pur. Elle vise à fournir un cadre factuel pour comprendre ce qui se joue maintenant, ce qui peut déraper ensuite, et où se situent les marges de décision. Le bénéfice pour le lecteur est concret. Disposer, en quelques minutes, d'une grille pour juger des annoncés à venir, sans confondre gestes symboliques et changements structurels durables. L'enjeu immédiat est double. D'un côté, protéger la souveraineté sans provoquer une escalade qui dépasserait les capacités nationales. De l'autre, éviter que l'événement ne déclenche un effet domino régional en déplaçant routes, financements et alliances. Cette analyse s'appuie uniquement sur les éléments établis par l'enquête et leur enchaînement logique. Elle mettra en regard les risques latents, les contraintes réelles et les choix possibles sans extrapoler ni promettre d'issue simple. À chaque étape, la question centrale restera la même. Quelles décisions réduisent le coût du pire tout en augmentant la probabilité du meilleur, ici et maintenant, pour l'État et la société? D'emblée, un chiffre change l'échelle de l'affaire. 57 camions interceptés à l'aube. Ce volume, confirmé dès les premières heures, suffit à exclure l'hypothèse d'un trafic local improvisé et à placer l'événement dans une catégorie stratégique. Très vite, l'analyse bascule d'un fait sécuritaire vers un dossier d'État, tant par l'ampleur matérielle que par la coordination observée. Le contexte éclaire cette bascule. Les axes frontaliers concernés sont vastes, hétérogènes et historiquement traversés par des flux commerciaux opaques. Pris isolément, des camions à des horaires atypiques n'auraient pas déclenché d'alerte nationale. Ensemble, ils dessinent une routine exploitée, faite d'angles morts et de contrôles contournables. L'interception révèle ainsi une invisibilité organisée, pensée pour durer plutôt que frapper une seule fois. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu apparaît immédiatement plus large que la saisie elle-même. Les premiers inventaires montrent une diversité d'origine des armes, indiquant des stocks issus de conflits passés et des circuits plus récents. Cette pluralité suppose une logistique étalée dans le temps, des relais fiables et une capacité à neutraliser des contrôles successifs. Autrement dit, un réseau structuré capable d'assembler des flux sur plusieurs frontières sans rupture apparente. Le Sahel fournit le terrain de cette opération. Des frontières longues, des zones de transit connues et une instabilité persistante créent des failles exploitables. La saisie du 16 août 2025 agit alors comme un révélateur brutal. Le Burkina Faso n'est pas seulement un point de passage, mais une cible potentielle dans une stratégie plus large de déstabilisation régionale. Lorsque l'enquête s'élargit aux indices documentaires et financiers, la lecture se précise encore. Des sociétés écrans et des soutiens extérieurs apparaissent, donnant à l'affaire une dimension géopolitique claire. À ce stade, la question n'est plus seulement de neutraliser un convoi, mais de comprendre qui coordonne, qui finance et dans quel objectif. Le choc initial ouvre ainsi un cycle nouveau où chaque décision pèsera bien au-delà de l'incident. Au cœur de cette séquence, un nom s'impose rapidement comme point d'ancrage, le capitaine Moussa Kaboré. C'est lui qui, le premier, décide d'arrêter le convoi à l'aube sans certitude absolue sur son contenu, ni sur les forces susceptibles de le protéger. Ce choix n'a rien d'automatique. Intercepter 57 camions dans une zone sensible implique un risque immédiat pour lui et ses hommes. L'initiative marque pourtant un basculement décisif. L'État reprend la main sur le terrain. Dans les heures qui suivent, l'action de Caboret change la nature du récit. Elle donne un visage concret à une opération qui aurait pu rester abstraite, limitée à des chiffres et à des communiqués. Pour la population, ce geste symbolise un retour visible de l'autorité publique dans des zones où l'influence de réseaux armés et de trafiquants semblait progresser. Pour les forces de sécurité, il agit comme un signal interne. L'initiative individuelle, lorsqu'elle s'inscrit dans l'intérêt national, peut produire un effet stratégique réel.
L'impact est rapide et mesurable dans les perceptions. Les images des camions immobilisés circulent largement, créant un contraste fort avec le climat d'insécurité dominant. La peur ne disparaît pas, mais elle recule partiellement, laissant place à une forme de fierté collective prudente. Ce déplacement émotionnel ne règle rien sur le fond, mais il modifie le rapport de force symbolique. L'interception devient un récit fondateur, utilisé pour rappeler que le territoire n'est pas abandonné. Pour Ibrahim Traoré, cet épisode offre aussi un levier politique précoce. Il permet d'incarner l'action de l'État sans s'exposer immédiatement à des annonces irréversibles. La décision locale devient ainsi un point d'appui national. Elle montre que des choix pris sur le terrain peuvent produire des répercussions bien au-delà de leur périmètre initial, annonçant une crise qui sera autant politique et symbolique que sécuritaire. Avant la saisie, le convoi n'est qu'un signal faible parmi d'autres. Des camions circulent sur des axes secondaires, à des horaires inhabituels, dans une région déjà marquée par des échanges commerciaux opaques. Pris séparément, aucun élément ne suffit à déclencher une alerte nationale. Ensemble, ils composent une normalité apparente, précisément conçue pour exploiter les routines administratives et les angles morts. Le risque principal à ce stade réside dans l'invisibilité, non dans l'affrontement direct. Après l'aube du 16 août 2025, tout bascule. L'interception des 57 camions stoppe net une chaîne logistique pensée pour la discrétion et la continuité. En quelques heures, l'information remonte les échelons, du terrain aux autorités centrales. Les premiers rapports confirment rapidement que le volume et la nature du matériel excluent un trafic opportuniste. L'événement change de statut presque instantanément, passant d'un incident frontalier à une affaire d'État. La réaction s'organise par étapes. D'abord, la sécurisation du périmètre et la mise à l'écart des véhicules. Ensuite, l'inventaire méthodique du matériel et la mise sous scellé des documents saisis. Chaque phase révèle un degré supplémentaire de complexité. Les numéros de série, les itinéraires identifiés et les calendriers suggèrent une préparation étalée sur plusieurs mois. La chronologie ne raconte plus une improvisation, mais une opération structurée, capable de traverser plusieurs pays sans rupture apparente. Le point de tension monte lorsque l'enquête élargit son champ. Les premières pistes financières apparaissent, indiquant des flux incompatibles avec un réseau criminel local isolé. Cette révélation transforme la gestion de crise. Il ne s'agit plus seulement de neutraliser un convoi, mais de comprendre qui finance, qui coordonne et dans quel objectif. À ce moment précis, la réponse de l'État devient multidimensionnelle, mêlant sécurité, communication et diplomatie. Les répercussions suivent immédiatement. À l'intérieur du pays, les images des camions immobilisés circulent largement. Elles produisent un effet paradoxal. La peur, liée à l'ampleur de la menace, coexiste avec une fierté nouvelle liée à l'action menée. À l'extérieur, les réactions se multiplient. Certains partenaires appellent à la prudence, d'autres expriment leur soutien. Dans tous les cas, le Burkina Faso entre dans une zone de visibilité accrue, où chaque déclaration est observée et interprétée. Dans cette phase de décompression, Ibrahim Traoré adopte une ligne mesurée. La fermeté est affichée, mais les annonces irréversibles sont évitées. Le discours insiste sur la souveraineté et la capacité d'action, tout en laissant ouvertes des options diplomatiques. Cette posture vise à contenir l'escalade tout en maintenant l'initiative politique. La séquence se referme sur une certitude. L'interception n'est pas une fin en soi, mais le début d'un cycle. Ce qui était conçu pour rester invisible est désormais exposé. Le mécanisme est interrompu, mais ses ramifications demeurent. La question n'est plus de savoir ce qui a été arrêté, mais comment gérer durablement les conséquences d'avoir mis au jour un dispositif beaucoup plus vaste. Un premier chiffre impose un changement de posture. Près de 25 000 fusils d'assaut sont recensés dans les camions interceptés. En termes opérationnels, ce volume correspond à une capacité de feu suffisante pour équiper une force militaire complète, bien au-delà des besoins d'un groupe armé local. Cette comparaison simple fait basculer l'analyse vers un risque stratégique et non vers un trafic opportuniste. Un deuxième ensemble de données éclaire la structure du réseau. Les expertises balistiques montrent des origines multiples, issues à la fois de stocks de conflits passés et de circuits plus récents. Cette diversité n'est pas anodine. Elle implique une coordination longue, coûteuse et disciplinée, capable d'assembler des flux disparates sur une période étendue. Logistiquement, cela suppose des calendriers précis, des relais fiables et une capacité à neutraliser ou contourner des contrôles successifs.
Le troisième indicateur concerne le financement. Les documents saisis font apparaître des flux estimés à plus de 700 millions de dollars, répartis sur plusieurs comptes offshore. Ce niveau de ressources dépasse largement les capacités d'un réseau criminel régional classique. Il indique l'implication d'acteurs disposant d'un accès facilité aux circuits financiers internationaux, capables de dissimuler des transactions derrière des sociétés écrans et des juridictions complexes. Pris isolément, chaque chiffre informe. Mis en relation, ils dessinent un schéma cohérent. Le volume d'armes explique l'ampleur du danger. La diversité des provenances révèle la profondeur organisationnelle. L'importance des flux financiers montre que la motivation dépasse le profit immédiat. Ensemble, ces éléments pointent vers un dispositif conçu pour alimenter une instabilité prolongée plutôt qu'un affrontement ponctuel. Pour Ibrahim Traoré, ces preuves quantitatives imposent un élargissement de la réponse. Une approche strictement sécuritaire serait insuffisante. Les chiffres justifient l'intégration d'un volet financier, d'une coopération régionale ciblée et d'une pression diplomatique mesurée. Ils deviennent des leviers politiques autant que des constats techniques. En rendant visible l'ampleur réelle du dispositif, ils offrent à l'État une base factuelle solide pour agir, expliquer et dialoguer, à l'intérieur comme à l'extérieur. Deux interprétations structurées s'opposent dans l'analyse de cette crise, chacune s'appuyant sur des constats réels. La première lecture voit dans la saisie la preuve d'une tentative délibérée de déstabilisation régionale. Selon cette approche, le Burkina Faso ne serait qu'un maillon d'une stratégie plus large visant l'ensemble du Sahel. Le volume d'armes, la diversité des provenances et la sophistication logistique indiqueraient une volonté d'alimenter durablement des groupes armés afin de maintenir un niveau d'instabilité suffisant pour affaiblir les États. Les partisans de cette thèse soulignent qu'aucun pays ne peut affronter seul un dispositif de cette ampleur. Ils plaident pour une réponse collective fondée sur le partage du renseignement, la coordination frontalière et une pression diplomatique conjointe sur les soutiens financiers identifiés. La seconde lecture adopte un angle presque inverse. Elle considère l'événement avant tout comme un test de souveraineté nationale. Dans cette perspective, l'essentiel n'est pas l'ampleur internationale du réseau, mais la capacité du Burkina Faso à agir de manière autonome et efficace. La saisie démontrerait que l'État peut reprendre le contrôle sans dépendre d'alliances extérieures potentiellement contraignantes. Les défenseurs de cette approche, Tarkege, mettent en garde contre une internationalisation excessive de la réponse qui pourrait ouvrir la voie à des ingérences politiques, à des conditions imposées ou à une dilution de la décision nationale. Pour eux, la priorité doit être le renforcement interne des capacités militaires, du renseignement et de la cohésion institutionnelle. Ces deux positions ne sont pas incompatibles sur le fond. Les chiffres et les flux financiers appuient clairement l'hypothèse d'un réseau transnational structuré. Dans le même temps, l'efficacité de l'interception montre que des décisions locales, bien coordonnées, peuvent produire un effet stratégique tangible. Le désaccord porte moins sur les faits que sur la hiérarchisation des leviers à activer. La ligne esquissée par Ibrahim Traoré tente de combiner ces logiques sans les opposer frontalement. Le discours insiste sur la souveraineté et la capacité d'action nationale, tout en laissant ouvertes des coopérations ciblées et pragmatiques. Cette position intermédiaire cherche à éviter deux écueils. L'isolement, qui fragiliserait le pays face à un réseau puissant, et la dépendance qui pourrait réduire la marge de manœuvre politique à moyen terme. Au cœur de l'enquête, un élément longtemps secondaire devient central. La saisie n'a pas seulement interrompu un flux, elle a exposé un mécanisme. Les documents, les calendriers et les connexions financières révèlent une architecture pensée pour survivre aux échecs ponctuels. Autrement dit, le convoi arrêté n'était pas une fin, mais un maillon remplaçable d'un dispositif plus large. Cette lecture modifie profondément la portée de l'événement. Ce basculement intervient au moment où la communication officielle se précise. En s'exprimant alors que l'enquête est encore en cours, Ibrahim Traoré transforme une opération sécuritaire en signal politique. Le message, volontairement sobre, recentre le débat sur la souveraineté et la responsabilité étatique plutôt que sur la seule performance militaire. Il fixe un cadre interprétatif. Ce qui compte n'est pas uniquement ce qui a été saisi, mais ce que l'État choisit d'en faire. À partir de là, la crise change de statut. Elle cesse d'être un épisode isolé pour devenir un point de référence.
Les partenaires extérieurs, les acteurs économiques et la population lisent désormais chaque décision à l'aune de cette séquence. Le milieu du récit marque ainsi une transition nette. L'interception révèle moins la puissance d'un ennemi que la nécessité d'une réponse durable, cohérente et lisible dans le temps. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle. La saisie impose de reconnaître des failles, mais elle offre aussi un levier immédiat pour agir. Les autorités accélèrent les audits internes, renforcent la coordination entre armée, police et douane, et redéfinissent certaines priorités sécuritaires. Cette dynamique renforce la crédibilité de l'action publique à court terme, tout en exposant davantage les choix opérés au regard national et international. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est d'ancrer cette crédibilité dans la durée, au-delà de l'effet d'annonce. Pour les acteurs économiques, l'impact est plus contrasté. À l'extérieur, plusieurs investisseurs adoptent une posture d'attente, inquiète d'une possible escalade régionale ou de nouvelles contraintes. Cette prudence ralentit temporairement certains projets, notamment dans les secteurs extractifs. À l'intérieur, un mouvement inverse apparaît. Les dépôts bancaires locaux progressent, traduisant un recentrage vers les institutions nationales. Ce paradoxe révèle une confiance politique naissante qui ne se transforme pas encore en confiance économique durable. Pour la population, les effets sont avant tout sociaux et psychologiques. Les images des camions saisis deviennent des symboles ambivalents. Elles rappellent l'ampleur de la menace, mais nourrissent aussi un sentiment de fierté collective et de vigilance active. Le discours dominant évolue. Il ne s'agit plus seulement de subir l'insécurité, mais de constater une capacité de réaction. Cette perception renforce la cohésion nationale, sans effacer les inquiétudes quotidiennes liées à la sécurité et aux conditions de vie. À l'échelle régionale, enfin, la saisie agit comme un signal d'alerte. Les pays voisins observent attentivement la réponse burkinabé. Certains y voient un précédent encourageant, d'autres redoutent un déplacement des routes de trafic vers leur territoire. Dans tous les cas, l'événement modifie les calculs stratégiques. Il rappelle que le Burkina Faso n'est pas un espace passif, mais un acteur capable d'influencer l'équilibre sécuritaire du Sahel. Dans cette lecture élargie, la décision initiale dépasse largement ses frontières immédiates. Dans un premier temps, on peut imaginer un scénario où, souvent jugé le plus probable, repose sur une stabilisation progressive sans rupture majeure. Dans cette trajectoire, les autorités consolident les mesures engagées après la saisie. Le contrôle des zones frontalières s'améliore. La coopération sécuritaire avec les voisins du Sahel devient plus opérationnelle et plusieurs segments du réseau identifiés sont partiellement démantelés. L'économie reste marquée par une prudence extérieure persistante, mais la dynamique interne amortit le choc. La situation sécuritaire demeure tendue, toutefois sans basculer vers une détérioration rapide. Ce scénario exige une gestion constante, une vigilance administrative élevée et une communication régulière pour éviter l'érosion de la confiance. Dans une deuxième possibilité, et plus optimiste, il suppose que les révélations issues de l'enquête débouchent sur des actions coordonnées, à la fois sécuritaires et financières. Les partenariats régionaux se renforcent de manière ciblée, réduisant les marges de manœuvre des réseaux de trafic. La clarté politique affichée par Ibrahim Traoré rassure progressivement certains acteurs économiques, permettant une reprise graduelle de projets suspendus. Dans cette configuration, la crise agit comme un catalyseur de réformes plus profondes, notamment dans le renseignement et la gouvernance sécuritaire. L'amélioration reste fragile, mais la trajectoire devient ascendante. Et, dans l'hypothèse la plus défavorable, le plus défavorable envisage une montée des tensions. Les pressions diplomatiques s'intensifient, certaines coopérations se figent et les réseaux criminels se recomposent ailleurs ou répliquent indirectement. Les coûts économiques augmentent, l'insécurité persiste et la fatigue sociale s'installe. Dans ce cas, la saisie demeure un succès ponctuel, insuffisant pour inverser durablement la tendance régionale. Ces scénarios ne sont pas des prédictions. Ils servent à pocher de cadre de lecture pour une question centrale. Quelles décisions prises aujourd'hui réduisent le coût du pire tout en augmentant la probabilité du meilleur? Pour le citoyen burkinabé, cette crise redéfinit d'abord le rapport à l'État. La saisie des camions montre que l'action publique peut produire des résultats visibles, même dans un environnement contraint et instable. Cela n'efface ni les difficultés quotidiennes ni la menace persistante, mais cela modifie l'attente collective. Le débat ne porte plus uniquement sur la survie immédiate, mais sur la capacité de l'État à maintenir l'initiative dans le temps, sans retomber dans la passivité.
Pour les acteurs économiques locaux, l'événement agit comme un signal ambigu. À court terme, l'incertitude domine et les décisions restent prudentes. Pourtant, la démonstration d'autorité et de coordination renforce l'idée que les règles peuvent être appliquées et respectées. Cette perception compte presque autant que les indicateurs macroéconomiques. Elle influence la confiance, l'accès au crédit et la volonté de rester engagé sur le territoire malgré les risques. Pour les observateurs régionaux et internationaux, enfin, le cas burkinabé devient un point de référence. Il illustre les dilemmes auxquels sont confrontés les États du Sahel. Agir seul ou s'adosser à des cadres collectifs. Affirmer la souveraineté sans s'isoler. Répondre vite sans s'enfermer dans l'escalade. La trajectoire suivie par Ibrahim Traoré est ainsi scrutée non comme un modèle à reproduire, mais comme une expérience en cours, riche d'enseignements. Pour le lecteur, l'enjeu est clair. Comprendre cette séquence permet de mieux lire les signaux à venir, de distinguer les gestes symboliques des changements structurels et d'évaluer si la crise débouche sur une transformation durable ou sur un simple répit. Pour commencer, concerne le contrôle territorial. Les autorités renforcent la surveillance des zones frontalières identifiées comme sensibles, en combinant forces militaires, douanes et relais civils. L'objectif n'est pas seulement d'intercepter, mais de rendre les itinéraires imprévisibles pour les réseaux. En multipliant les points de friction, l'État cherche à augmenter le coût opérationnel du trafic plutôt qu'à se concentrer sur un seul axe facilement contournable. Ensuite, place le renseignement au centre du dispositif. L'enquête a révélé des lacunes de coordination entre services. En réponse, une centralisation accrue de l'analyse est engagée afin de détecter plus tôt les signaux faibles. Pour Ibrahim Traoré, cette dimension est stratégique. Anticiper vaut plus que réagir. Transformer des données dispersées en décisions exploitables devient un impératif opérationnel et politique. Puis vise le financement. Les flux mis au jour imposent un suivi plus strict des transactions suspectes et une coopération ciblée avec des partenaires capables d'agir sur les circuits offshore. Cette action, moins visible que les opérations de terrain, est pourtant déterminante. Sans ressources financières, la logistique perd sa cohérence et sa capacité de résilience. Enfin, la feuille de route intègre une dimension diplomatique et sociale. À l'extérieur, il s'agit de dialoguer sans renoncer à la souveraineté. À l'intérieur, de maintenir la cohésion nationale par une communication claire et régulière. Cette combinaison de leviers n'offre aucune garantie immédiate, mais elle trace une trajectoire. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est de transformer une réponse de crise en capacité durable, mesurable et comprise par la population. Au fil des semaines, un symbole s'impose progressivement dans le récit national, celui des armes et des saisies qui ne servent plus à détruire. Leur mise sous scellé, puis leur transformation annoncée, partielle et strictement encadrée, agit comme une métaphore puissante. Ce qui devait nourrir la violence devient un rappel tangible de la capacité de l'État à reprendre la main. Dans ce glissement symbolique, la crise change encore de nature. Elle n'est plus seulement une menace évitée, mais une possibilité de reconstruction collective. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette image pour refermer la séquence émotionnelle sans triomphalisme. Le discours ne promet ni sécurité immédiate ni victoire définitive. Il insiste sur une idée simple et exigeante. La souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. Chaque réforme, chaque décision administrative, chaque action de terrain compte davantage que les déclarations solennelles. Cette sobriété renforce la crédibilité du message, en l'ancrant dans des actes plutôt que dans une rhétorique excessive. Pour une partie de la population, ce symbole devient un point d'ancrage durable. Il permet de relier un événement anxiogène à une perspective constructive sans nier les risques persistants. La peur initiale laisse place à une vigilance active. L'État n'est plus perçu uniquement comme un rempart fragile, mais comme un acteur capable de transformer une menace en levier politique et social. La cloche forgée à partir des armes, évoquée comme horizon, résume cette bascule silencieuse. La séquence ouverte le 16 août 2025 ne se referme pas avec la saisie des camions. Elle laisse derrière elle une interrogation durable. Comment un État transforme-t-il une alerte sécuritaire en trajectoire politique lisible et soutenable? Pour le Burkina Faso, l'enjeu dépasse largement l'événement lui-même. Il touche à la manière dont une société accepte le risque, organise la réponse et juge les décisions prises en son nom dans un environnement régional instable. Ibrahim Traoré a placé la souveraineté au centre du récit en assumant ses coûts et ses ambiguïtés. Cette orientation suscite l'adhésion de certains,
la prudence d'autres et l'attention de tous. Elle rappelle surtout que les choix faits aujourd'hui produiront des effets différés, parfois invisibles sur le moment. Les succès immédiats sont mesurables. Les transformations durables le sont beaucoup moins et exigent du temps, de la constance et de la cohérence. Pour le lecteur, l'invitation est volontairement ouverte. Observer au-delà des images fortes. Suivre les indicateurs discrets. Évaluer si les promesses se traduisent dans mécanismes stables ou si la crise reste un épisode isolé. La question mérite d'être posée collectivement, sans urgence excessive. Cette saisie marque-t-elle un tournant durable ou seulement une parenthèse maîtrisée dans une région sous tension?